Bienvenue sur Cambium, le podcast de l'agroforesterie. L'agroforesterie, le terme est nouveau, les pratiques sont aussi vieilles que l'agriculture. C'est un système qui est intensif en production de ressources, qui peuvent être alimentaires ou non, et finalement qui permet d'optimiser l'usage de ressources naturelles. L'agroforesterie, c'est remettre en interaction les arbres, les sols, les animaux, et rassembler les acteurs de l'agriculture et de l'environnement. Pour sortir de la dépendance au pétrole, pour accroître la productivité alimentaire, pour contribuer à la régulation climatique, l'agriculture a une arme puissante, c'est l'agroforesterie. Faire de l'arbre un allié de notre agriculture, c'est le principe de l'agroforesterie. Au travers de ce podcast, suivez Étienne lors de ses rencontres avec ceux qui la mettent en pratique au quotidien. Cette émission vous est proposée par l'Association française d'agroforesterie. Bonne écoute! Il devient urgent d'aménager nos paysages agricoles pour faire face aux sécheresses, canicules et excès de précipitations que nous pouvons déjà constater ces dernières années. La gestion de l'eau devient un élément clé de l'adaptation des exploitations aux extrêmes climatiques qui ne feront que s'amplifier. La bonne nouvelle face à ce constat un peu anxiogène, c'est qu'il existe des outils pour le faire, et parmi eux, l'arbre a un rôle clé à jouer. Ces aménagements seront bien sûr très différents entre chaque ferme, et déterminés par le contexte pédoclimatique, mais cet épisode a pour objectif de vous donner quelques clés pour comprendre la circulation de l'eau sur votre ferme, l'évolution attendue de la ressource en eau ces prochaines décennies, et vous aider à comprendre quels outils sont à votre disposition et dans quel cas ils sont pertinents ou non. Nous sommes donc aujourd'hui avec Franck Chevalier, que j'ai invité sur ma ferme en Ardèche, qui servira d'étude de cas pour cet épisode. Après avoir été agriculteur, Franck est aujourd'hui formateur. Il travaille sur l'aménagement des paysages agricoles, notamment sur la gestion de l'eau et la gestion du ruissellement, avec une intention qui est d'adapter les systèmes agricoles aux évolutions du climat et à une possible transition énergétique. Bonjour Franck, bienvenue sur le podcast. Bonjour Étienne. Je voudrais commencer par comprendre comment tu abordes justement ces problématiques quand tu arrives sur un terrain ou que tu commences à travailler avec une ferme. Quelles sont les premières choses que tu regardes pour comprendre la gestion de l'eau sur cette ferme, la manière dont l'eau circule? Voilà, ça c'est quelque chose qui est important. Il y a 3 étapes en quelque sorte. Il y a une première étape, et je vais revenir un peu dessus après, qui est à quel genre de climat on peut s'attendre dans les années qui viennent. En fait, c'est dans quel contexte de climat, de sol et de topographie le terrain auquel on réfléchit pour l'aménager est soumis. Dans quelle situation il va se retrouver, il se retrouve où il va se retrouver. Donc le premier point qui est important, c'est le climat, et comme le disait Yeomans, en fait, le climat, Alfred Yeomans, le père du Key Line Design, le climat, c'est lui qui donne les règles du jeu. Donc il faut commencer par lui, parce qu'on a besoin de connaître les règles du jeu en quelque sorte. Et après, on va s'intéresser à la topographie et le relief, parce que ça joue beaucoup sur le ruissellement, la circulation de l'eau dans le paysage agricole. Et après au sol, et là pour le sol il s'agit de comprendre, on a des sols qui sont infiltrants, on a des sols qui sont drainants, on a des sols qui ont plutôt une tendance un petit peu hydromorphe, dont l'eau percole doucement dans le sol, et dans ces cas-là par exemple on a beaucoup de ruissellement, et donc là ça devient crucial de gérer le ruissellement. Mais voilà, il faut savoir comment le sol fonctionne, et après, quand la pluie rentre dans le sol, qu'est-ce qu'elle devient ? Qu'est-ce qu'elle va rencontrer ? Et si on est sur des sols superficiels, elle peut rencontrer une couche rocheuse, soit très fracturée, et auquel cas elle continue son chemin en descendant, soit plus ou moins imperméable, et donc là on peut avoir du ruissellement souterrain. Si on est sur une texture un peu sableuse, sablonneuse, sablo-limoneuse, on peut avoir du ruissellement souterrain, comme je viens de le dire. Si on est sur une texture plus argileuse, en fait le sol va saturer assez rapidement et l'eau va ruisseler en surface. Et donc en fait voilà, c'est tous ces paramètres qu'on observe, qu'on essaye de comprendre pour savoir comment ça se passe dans le sol quand il pleut. Et du coup aussi, hier ce qu'on a fait pour donner un peu de contexte, tu es arrivé hier et puis on est allé faire des trous avec une bêche sur ma ferme à moi pour essayer de comprendre comment ça se passait. Donc une des premières choses qu'on a regardé, c'était aussi un des grands indices, c'est comment les racines se comportent, quels horizons elles explorent, qu'est-ce que ça nous dit ? Voilà. Alors ça c'est c'est un autre paramètre, on vient de voir juste avant comment est-ce que la pluie traverse le sol. Et la deuxième chose, c'est
comment est-ce que le sol retient l'eau, ce qu'on appelle la réserve utile ou le réservoir utilisable. Et donc, quand on est sur des sols profonds, on va dire ordinaires, les racines peuvent descendre assez profondément, et elles vont le faire d'autant plus qu'on est dans un climat sec, parce qu'elles vont aller chercher de l'eau. Mais on peut se trouver dans des sols plus superficiels, un peu comme chez toi par exemple, où on a une couche de granit ou autre qui est peu profonde, qui arrête les racines. Et dans ce cas-là, on a des réservoirs utilisables, des réserves utiles qui peuvent être de l'ordre de 50-60 mm par exemple, assez faibles. Mais on peut aussi avoir d'autres situations, on peut avoir des sols profonds, mais qui sont, et c'est le cas quelquefois, assez souvent on va dire, sur les sols de granit, où en profondeur c'est très acide, le milieu est très acide, et en fait les racines, il arrive un moment où elles ne descendent pas plus profond, parce que l'ambiance est trop hostile en profondeur. Donc ça, c'est un facteur limitant qui n'est pas physique, mais qui est chimique en quelque sorte. Je voudrais, parce que tu en as déjà parlé un petit peu, mais je voudrais qu'on revienne un peu à ces évolutions qu'on peut attendre, puisque c'est tellement important justement dans la compréhension de l'évolution de nos paysages agricoles, les évolutions par rapport à la ressource en eau. Donc je sais que tu peux pas aller dans le détail de tout, puisque ça dépend, enfin c'est très localisé comme projection, mais je me demandais si tu pouvais nous donner un petit peu une idée, en ayant un gros trait sur des grosses régions, si on a une idée un peu de comment cette ressource en eau va évoluer et qu'est-ce que ça veut dire pour le fonctionnement de nos systèmes agricoles. On peut le dire comme ça, c'est qu'on observe à l'échelle de la France une méditerranéisation du climat. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quasiment du sud de la France jusqu'en Belgique, on a des températures qui augmentent, doucement mais elles augmentent. On a des étés qui ont tendance à être plus secs, même s'il y a des années comme 2024 où ça a été très pluvieux dans une grande partie de la France, mais la tendance globale c'est à avoir des étés plus secs. Et pour l'instant c'est encore un peu chaotique, mais la tendance serait à ce que la pluviométrie serait en baisse, donc moins de pluviométrie par rapport à ce qu'on a connu avant, et avec une tendance à ce que la pluie soit plus répartie sur la période hivernale et moins estivale. Donc pour l'agriculture c'est assez contraignant parce que la période estivale c'est la période de végétation. Dans certaines régions en hiver, notamment toute la partie nord de la France et encore plus la partie nord-est, ou les zones d'altitude, comme chez toi, le climat hivernal est assez froid, donc la végétation est en arrêt, il ne se passe rien, et puis au moment où la végétation se met à pousser parce qu'on a la température dans le sol qui est suffisante, les pluies baissent, sont moins présentes. Et puis voilà, comme on en parlait précédemment, si on est sur des sols à faible réserve utile, en fait on va avoir un stress hydrique très rapidement au niveau des cultures ou de l'herbe ou des prairies. Voilà. Sinon, d'une manière assez générale, j'ai déjà parlé un petit peu du nord-est avec donc des hivers qui vont rester quand même frais, avec peu d'activité biologique, mais des étés qui auront une tendance à être secs, avec des sécheresses récurrentes d'année en année, et qui peuvent être assez longues, éventuellement certaines années de plusieurs mois. Et donc là, la question de la gestion de l'eau, elle va être assez cruciale, ce qui veut dire qu'en fait, on aura une fenêtre de croissance des cultures et de l'herbe qui est au début du printemps, et puis après, si on a des sols avec une forte réserve utile, ils vont tenir, la végétation va pouvoir tenir assez longtemps. Si c'est une faible réserve utile, en fait ça va sécher, ça va être très séchant et très rapidement. Puis ça reprendra un peu à l'automne. Si on est plus côté nord-ouest, il y a une influence plus océanique, avec des pluies un peu plus régulières, un peu plus importantes que dans le nord-est. Mais on observe aussi que la température monte, et l'évapotranspiration même dans le nord-ouest va augmenter. Et en fait, ce qu'on observe de toute façon d'une manière assez générale pour la France, c'est que c'est une bascule où l'évapotranspiration potentielle devient plus importante que la pluviométrie. Et en plus, la pluviométrie a tendance à être plutôt répartie sur l'hiver et moins sur la période estivale, période de végétation. Donc ça crée un gros stress hydrique pour les cultures. Et quand on va vers le sud-ouest, on a un peu plus de pluviométrie aussi que le nord-ouest.
Donc en fait, il y a quelque chose qui est croissant. On part du nord-est, c'est là où il y a le moins de pluviométrie sur l'année, un peu plus sur le nord-ouest, un peu plus sur le sud-ouest. Mais sur le sud-ouest, ça chauffe encore plus que le nord-ouest, avec des températures plus élevées, plus de vent, donc une évapotranspiration plus importante. Et probablement qui pourrait approcher peut-être les 900 mm d'évapotranspiration, en tout cas qui sera supérieur à la pluviométrie. Donc aussi un stress hydrique, mais avec des pluies un peu plus aléatoires, avec des orages possibles en été, ce qu'on n'aurait pas a priori dans le nord-est qui est plus continental. Donc ce qu'on comprend bien, c'est que même s'il y a des différences entre les régions, globalement, on va faire face à un stress hydrique chronique qu'on va vraiment devoir intégrer plus dans une logique de crise, mais dans une logique de fonctionnement chaque année. Et du coup, je me demande, c'est quoi un petit peu la palette d'outils que tu as à ta disposition une fois que, si on reprend le cheminement du début, tu as compris la topographie, le cheminement de l'eau, la réserve utile. Après, qu'est-ce qui te reste comme outil pour essayer à proposer aux agriculteurs pour essayer d'optimiser cette gestion de l'eau ? Voilà. Ce qui a été fait depuis des siècles ou des millénaires même dans les régions plus du sud, qui ont toujours été dans des climats de type méditerranéen, c'est un des premiers outils, c'est d'essayer d'arrêter le ruissellement et de l'infiltrer dans le sol. Si on a une faible pluviométrie et une assez forte évapotranspiration potentielle, le premier réflexe, c'est essayer d'arrêter ce ruissellement et recharger les sols en eau. Donc ça, on peut le faire avec des outils qui sont, par exemple, les baissières. Les baissières, c'est un canal qui est en courbe de niveau, qui est fermé dans les extrémités, et donc le ruissellement, quand il pleut et que ça ruisselle, ce canal, cette baissière va arrêter le ruissellement, va la stocker, donc elle va se remplir et laisser le temps à l'eau de s'infiltrer dans le sol, de percoler dans le sol et recharger le sol localement. Et puis aussi ça a une action au niveau de l'hydrologie générale, parce que ça va aussi recharger les nappes. Bon, je fais une parenthèse, mais ce que j'évoque, le fait que globalement sur la France, l'évapotranspiration potentielle dépasse la pluviométrie, et en plus qu'on ait une pluviométrie plus hivernale avec éventuellement plus de ruissellement, veut dire que globalement les nappes se rechargent moins, et on le voit déjà depuis quelques années, sauf 2024, mais certaines années exceptionnelles, particulières, mais on est sur un assèchement des paysages, globalement. Donc la baissière est, il y a d'autres outils, c'est pas la seule, mais est un moyen aussi de jouer un rôle, d'arrêter ce ruissellement, de réhydrater un peu localement les terrains agricoles, et aussi d'infiltrer un peu en profondeur pour recharger les nappes. Un autre outil qui est proche des baissières, on appelle ça un motif keyline. Ce sont des canaux, une fois encore, qui vont arrêter le ruissellement, mais ces canaux, ils penchent doucement en direction des crêtes. C'est-à-dire que c'est des canaux qui vont des creux, et dans les vallées, on le sait, c'est là où l'eau c'est une forme concave, donc l'eau se concentre, la pluie quand elle ruisselle, elle se concentre dans les vallées, et en fait avec un motif keyline, on va créer des petits canaux qui vont aller de ces creux, de ces vallées, et vont aller doucement vers les crêtes, qui sont plus convexes, où il y a moins d'accumulation d'eau, qui généralement, les sols sont plus superficiels, où l'eau peut s'infiltrer plus dans le sol. Et l'avantage d'un motif keyline par rapport à un motif de baissière, c'est que les baissières sont en courbe de niveau, donc elles ne sont pas parallèles les unes aux autres. Alors qu'un motif keyline, c'est des petits canaux qu'on va créer et qui vont être parallèles les unes aux autres. Donc ça veut dire qu'en termes de mécanisation, de motorisation-mécanisation, par exemple en grande culture, parce qu'on a pas mal de travail du sol ou d'intervention sur les sols pour semer, récolter, etc. Ces canaux vont être parallèles, donc ils vont créer des bandes parallèles. Et donc c'est très pratique pour l'agriculture. Alors que le motif keyline, il va y avoir des petites poches, il va falloir reculer, reprendre, etc. Donc c'est un peu ce qu'on peut reprocher à la baissière. Donc ça, c'est les deux outils principaux qu'on va avoir pour arrêter du ruissellement et l'infiltrer dans le sol. Après, on a également, je ne l'ai pas cité, mais il y a aussi les bandes enherbées, les haies, les bandes enherbées. Si on redécoupe un grand parcellaire,
qui a été simplifié parce que c'est ce qu'on a fait depuis des décennies avec la mécanisation, avec les remembrements, etc. Et puis on a vu apparaître de l'érosion sur les sols et des choses de cet ordre. Une façon d'arrêter cette érosion, ça peut être par ce qu'on a cité, les baissières, les motifs keyline, mais ça peut être aussi par des bandes enherbées. Tous les 50 mètres, tous les 30 mètres, enfin, selon l'intensité de l'érosion qu'il peut y avoir. Et ça peut être aussi par des haies. Et donc ces bandes enherbées ou ces haies, on va les mettre en travers de la pente. Et parce qu'on sait qu'à l'endroit des haies ou à l'endroit des bandes enherbées, on aura plus d'infiltration dans le sol. Voilà, donc c'est aussi une troisième catégorie d'outils. Et puis après, pour une question plus globale de gestion de l'eau, on peut récupérer le ruissellement par des canaux, une fois encore, et diriger cette eau dans des réserves collinaires qu'on va essayer de placer dans des endroits adaptés dans le paysage, assez haut dans les paysages aussi, de façon à pouvoir utiliser de préférence l'eau par gravité après pour irriguer. Donc là, la première approche qu'on a citée, c'était on arrête le ruissellement, on l'infiltre dans le sol. Là, ce qu'on est en train de voir avec récupérer le ruissellement, le stocker dans des réserves collinaires et l'utiliser pendant les sécheresses, c'est une approche plus générale qu'on appelle, qui a été mise au point, synthétisée par Yeo Mats, un Australien, et auquel il a donné le nom de Keyline Design. Donc voilà, c'est une autre façon de faire, un peu plus importante, je dirais, dans le sens où là, il faut faire une étude topographique un peu poussée. C'est un outil de planification en quelque sorte, de conception d'une parcelle à une échelle un peu plus importante. Encore que ça puisse être utilisé dans des jardins ou dans des petits espaces. C'est pas la taille qui est limitative, mais c'est plus l'implication. Ça demande une réflexion plus importante. Et puis trouver les endroits où on peut faire les réserves collinaires. Donc il y a certaines contraintes. Il faut que le sol ait une capacité à retenir l'eau, sinon il faut créer une étanchéité. Il faut ajouter une étanchéité artificielle. Si on ne veut pas bouger trop de terre, c'est plutôt dans des creux de vallée qu'on va placer les réserves collinaires. Après, pour ne pas interférer avec la continuité écologique, on va essayer de placer ces réserves collinaires haut dans les paysages, dans des endroits, donc des creux de vallée, mais où on a du ruissellement temporaire, pas des ruissellements continus. Enfin voilà, il y a tout un savoir-faire autour de ça qui existe. Et je suis curieux de savoir quelles sont les considérations par rapport au sol justement qui vont t'orienter plutôt vers des baissières ou plutôt vers du keyline voilà un petit peu comment est-ce que ces différentes techniques s'articulent en fonction de ce diagnostic que tu as pu faire au début sur la réserve utile et sur la façon de se comporter du sol et du mouvement de l'eau dans celui-ci. Alors on doit prendre en compte à la fois le climat, la pluviosité, la façon dont la pluie tombe, et puis la réserve utile, le réservoir utilisable du sol. Je vais donner des exemples. Si on est par exemple, si on est dans le nord-ouest, où on parlait de pluie un peu plus régulière que dans le nord-est, mais quand même avec un déficit hydrique en été, c'est certain. Si on a un sol qui a un sol où les plantes, les cultures peuvent s'enraciner, mettons à 2 mètres ou 2 mètres 50, on va avoir un réservoir utilisable de l'ordre de 160-200 mm à peu près. Ça veut dire qu'on est en mesure de passer des stress hydriques de quelques semaines. Voilà. Dans ce cas-là, on va plutôt chercher à infiltrer le ruissellement avec motif keyline ou baissière ou des choses de cet ordre. Maintenant, si on est dans le nord-est par exemple, avec un été où la sécheresse est plus marquée, où on est sûr d'être plusieurs semaines voire mois sans avoir de pluie, et un sol qui a une réserve utile moyenne, pas très importante, 110 mm par exemple, etc., on va plutôt, si on le peut, si le territoire le permet, on va plutôt s'orienter vers un keyline design, récupérer le ruissellement en hiver, le stocker pour irriguer. Parce que le stress hydrique va venir assez tôt au printemps, et si on n'a pas, il faudrait une réserve utile énorme pour pouvoir passer l'été sec. Et là, si le territoire s'y prête,
c'est de récupérer le ruissellement et de l'avoir à disposition pour irriguer qui serait le plus pertinent en termes de gestion d'eau globale pour l'agriculture. Bon, mais écoute, je pense que maintenant on a une bonne compréhension un peu globale de comment tu appréhendes la gestion de l'eau sur les fermes. Maintenant, on va focaliser un peu sur l'arbre, puisqu'on est quand même un podcast sur l'agroforesterie. J'aimerais bien comprendre, dans quelle situation, dans toute cette palette, est-ce que l'arbre te paraît utile et comment tu le réfléchis par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer. L'arbre a sa place quasiment dans toutes les situations. Parce que d'une façon générale, il facilite l'infiltration de l'eau dans le sol. Au droit des arbres, on a des infiltrations, j'ai pas les vitesses en tête, mais on peut multiplier par 2 ou par 3 la vitesse d'infiltration dans le sol, voire plus éventuellement. Si on a une haie, par exemple, avec une densité d'arbres plus importante, ça va être encore plus flagrant, plus important. L'arbre va retenir aussi de l'eau autour de ses racines. Donc il va augmenter la capacité du sol à retenir de l'eau. Et si on est sur des sols profonds, il va explorer plus profondément au-delà de ce que les cultures ou les prairies vont explorer. Sur un sol profond, si une culture descend à 1,50 m, 2 m, une prairie, selon comment on gère le pâturage, peut descendre entre 1 m, 1,50 m, etc. Les arbres, si le sol se laisse pénétrer par les racines, si ce n'est pas des argiles trop dures, va enfoncer ses racines en dessous et plus bas. Il va aussi les croiser avec les cultures et avec la prairie. Mais il va augmenter le volume d'eau stockable dans le sol. Donc c'est assez précieux. Et puis, d'une manière... il va aussi jouer sur d'autres paramètres qui sont assez fondamentaux dans la gestion de l'eau, dont on n'a pas parlé encore, qui est... il va favoriser les champignons mycorhiziens. Et ces champignons mycorhiziens ont cette capacité, pendant les périodes sèches, à aller chercher l'eau de façon plus poussée dans le sol et à la remettre en circulation. Donc la présence des arbres à certaines distances les uns des autres, je sais pas, je vais te donner un ordre de grandeur comme ça, mais tous les 50 mètres, va favoriser une présence plus importante des champignons mycorhiziens. Et dans les climats qui se méditerranéisent, les champignons mycorhiziens ont un rôle important à jouer. C'est un peu une pierre angulaire. Donc la présence des arbres va accentuer la présence des champignons mycorhiziens dans les sols. Les arbres vont aussi accueillir une certaine biodiversité. Et ça, on en a besoin. Je peux donner un exemple qui est assez... Par exemple, dans les grandes plaines qu'on a dénudées, les chauves-souris ne s'aventurent plus parce qu'elles n'ont pas d'écho. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas d'obstacle pour faire écho. Et donc, c'est comme si elles avaient du vide devant elles, donc elles ne s'y aventurent pas. Pareil, si on a des arbres tous les 50, 60 mètres ou 70 mètres, elles vont recevoir un écho et elles vont explorer ces zones. Et elles vont consommer certains insectes, etc. Donc elles vont jouer un rôle de régulation. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Les haies, l'arbre et les haies vont accueillir aussi un peu plus de renards, un peu plus les bandes enherbées au pied des arbres, un peu plus de carabes, tout ce qui va participer à réguler un petit peu ce qu'on a besoin en agriculture. Oui, mais du coup, une fois qu'on s'est dit que l'arbre était utile, il reste à déterminer quel type d'arbre, comment on va les disposer dans le paysage, à quelle densité. Et ça, c'est aussi dicté par justement la compréhension de la réserve utile, de la disponibilité en eau aussi. Oui, voilà. Là, on a un pas important à faire. Le fait que globalement sur la France, on passe dans un climat où l'évapotranspiration potentielle est plus importante que la pluviométrie et où les étés sont plus secs et qu'on est en stress hydrique en quelque sorte, on ne peut plus mettre les arbres comme on le faisait avant, comme on le souhaitait, en quelque sorte. Là, il faut prendre en considération un point qui est important, si on le prend du point de vue agricole, c'est on peut se retrouver en situation de concurrence par rapport à l'eau entre les arbres et les prairies ou les cultures. Et une fois encore, c'est la profondeur à laquelle les arbres vont s'enraciner, donc le réservoir utile qu'ils vont apporter qui va être déterminant. Si on est sur des sols profonds,
il n'y a pas de souci, les arbres passent en dessous des cultures et un peu dans les cultures et éventuellement ils stockent un peu d'eau. S'ils sont compatibles en termes mycorhiziens avec les cultures, les prairies, si on est sur des endomycorhizes arbusculaires ou des choses de cet ordre, il peut éventuellement même y avoir du partage d'eau entre les arbres et les cultures, éventuellement, à vérifier. Donc ça peut être complémentaire. Par contre, si on est sur des sols superficiels, peu épais, 50 cm, 70 cm d'épaisseur, en fait, les arbres vont être un peu prioritaires. C'est pas qu'ils vont être prioritaires, mais ils sont un peu plus forts et ils vont prendre l'eau plus pour leurs besoins. Sauf exception encore sur des questions de mycorhizes et certains types d'arbres qui ont des personnalités un peu particulières et plus collaboratives avec les herbacées. Et ça à voir espèce par espèce, au cas par cas. Et globalement, on va avoir cette concurrence. Et en fait, et on le voit, quand il y a des sécheresses, c'est au pied des haies ou au pied des arbres que les prairies se dessèchent en premier, qu'elles grillent. Donc c'est signe de cette concurrence. Donc voilà, dans ce cas-là, par exemple, si on est sur des sols plus superficiels, on va choisir plutôt des arbustes que des arbres. Parce que ce qui va rentrer en compte, c'est l'évapotranspiration des arbres. Et on va choisir plus des espèces méditerranéennes, qui transpirent moins que des espèces plus de climat tempéré. Donc on va faire des choix de cet ordre. Et puis on peut aller aussi après, alors c'est quand même important d'avoir une densité d'arbres assez importante sur la ligne en agroforesterie, mais on va les écarter un peu pour justement avoir leur présence et tous leurs bénéfices sans avoir une évapotranspiration excessive. Ou alors, si on est par exemple sur des prairies, on va considérer les choses autrement parce que l'arbre peut devenir un arbre fourrager. Et là ça devient très intéressant, donc il peut être un peu concurrent de l'herbe, mais en même temps il va amener de la feuille, du fourrage en été qui va rester avec une valeur alimentaire plus importante que l'herbe sèche. Donc là on va trouver une complémentarité. Mais pour revenir un petit peu, en fait, je disais au début que l'arbre a un peu sa place dans tous les systèmes et toutes les situations. Je parlais des baissières. Par exemple, on va associer les arbres aux baissières parce qu'ils vont favoriser l'infiltration de l'eau dans le sol, retenir plus d'eau autour de leurs racines, etc. Pareil, un motif qu'il a, ces petits canaux qui dirigent doucement l'eau des creux vers les crêtes, on va aussi associer des arbres avec ces canaux. Seulement, comme je le disais précédemment, la taille et tout ça, l'espacement, on va le déterminer en fonction du rapport entre la pluviométrie et la réserve utile du sol. Pluviométrie, évapotranspiration potentielle, le couple là, et la capacité du sol à retenir de l'eau. Pour illustrer ce que tu viens de nous dire, je vais partager un petit peu l'expérience d'analyse qu'on a eue hier sur mes parcelles à moi. Et donc du coup, le contexte, c'est qu'on a vu qu'il y avait un enracinement de la prairie qui était... déjà pour rappel, pour les auditeurs, donc moi je suis éleveur de bovins allaitants sur la montagne ardéchoise, donc sur des plateaux d'altitude à 1200 mètres d'altitude, avec exclusivement en prairie naturelle. Et donc du coup hier on est allé creuser un peu des trous ensemble. On a vu que la profondeur d'enracinement était pas trop mauvaise, ou en tout cas était même meilleure que ce qu'on aurait pu espérer, mais qu'on reste globalement sur des sols assez superficiels, avec une réserve utile probablement autour des 70 mm, même si c'est un petit peu à la louche pour le moment. Et en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que du coup, moi j'avais un biais professionnel, peut-être en étant passionné d'agroforesterie, mais plutôt tendance à me dire, j'ai envie de mettre des arbres partout et de tout densifier, parce que je le voyais vraiment comme un levier énorme d'adaptation. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que à moduler, à voir, plutôt réfléchir sur des arbustes en plus qui permettraient aux animaux de se servir eux-mêmes sur la dimension fourragère. Donc on a eu un peu ce double diagnostic où tu m'as confirmé que à la fois l'arbre était absolument essentiel, et surtout parce que nous, dans la région où on est quand même dans le sud-est, on va avoir un trou de plus en plus important au niveau du fourrage l'été. Donc à la fois l'arbre est absolument essentiel là-dessus, mais aussi à gérer finement pour pas trop concurrencer la prairie, et vraiment à réfléchir avec des zones d'opportunité où l'implanter, et pas faire n'importe quoi. J'ai ajouté quelque chose qu'on n'a pas dit encore, mais dans l'aménagement des paysages agricoles, et notamment dans les situations qui se méditerranéisent avec stress hydrique, en fait on a une petite méthodologie, c'est qu'on commence d'abord par voir comment est-ce qu'on gère l'eau, le ruissellement. Donc c'est toute la première partie de notre discussion.
Et puis après, les arbres vont arriver en second, c'est-à-dire qu'on va les associer à la trame hydraulique. Si trame hydraulique il y a, on va essayer d'associer les arbres et de les... Voilà, sur une baissière par exemple, on va planter les arbres avec, sur la bosse de la baissière ou éventuellement dans le creux, mais en même au niveau de la baissière ou du motif key line. Puisqu'on est sur la situation de ta ferme et des sols, je vais quand même faire un petit aparté sur la partie hydraulique. En fait, on est sur des sols qui sont infiltrants. C'est-à-dire que quand il pleut, l'eau, elle rentre assez bien dans le sol. Et on est en prairie et on est en pâturage tournant, donc c'est bien végétalisé, on n'a pas trop de trous, donc on a des bonnes infiltrations. On est sur des sols un peu sablonneux, sablo-limoneux, donc avec une bonne percolation dans le sol. Donc en fait, toute la gamme d'outils qui est de type baissière ou motif keyline, etc., ne serait pas pertinente parce qu'il y a très peu de ruissellement. On va avoir du ruissellement quand il y a des épisodes pluvieux qui sont très importants. Et là, il se passe autre chose. C'est pas que l'eau rentre pas dans le sol, c'est qu'elle sature le sol. Et à partir du moment où le sol est saturé et que le ruissellement souterrain n'arrive pas à suivre la pluviosité, la pluviométrie, ce qui tombe, l'eau ruisselle en surface. Donc là aussi, quand c'est des situations comme ça, d'épisodes très importants au niveau de la pluie, une baissière ne changera rien parce que le sol est déjà saturé en eau. Donc voilà, on est dans une situation, et ça arrive quelquefois, où ces ouvrages n'ont pas de pertinence, ne sont pas utiles, ne vont jouer aucun rôle en fait. Du coup, ça laisse une liberté un peu plus importante au niveau des arbres. Et puis, comme tu le disais, là vous êtes sur un endroit qui est... Donc on va avoir deux catégories d'arbres, si je puis dire. On va avoir une première catégorie, c'est qu'on est sur des endroits qui sont très ventés. Et donc on a besoin de mettre des haies brise-vent par endroit. Donc ça va être une première catégorie d'arbres qui vont jouer un rôle. Donc là on va être sur des arbres assez variés, assez importants, avec une certaine porosité. Et on sait qu'ils vont, sur des sols qui ont une faible réserve utile de 70 mm environ, ils vont rentrer en concurrence un peu avec l'herbe. Mais ils vont jouer un rôle de freiner le vent qui est fondamental. Donc on va essayer de les placer à des endroits un peu stratégiques, sur les bosses, on va voir, et pour jouer ce rôle. Parce que là, il y a un rôle qui est prioritaire à remplir. Maintenant, avec ces sols séchants, et avec les étés un peu rigoureux d'altitude, un peu continental, où on n'est pas en zone continentale, mais l'altitude fait qu'on a un comportement continental, en fait, on sait qu'on va manquer de fourrage. Donc là, l'arbre peut jouer ce rôle de complémentaire à l'herbe. Et là, c'est le côté fourragé qu'on va mettre en avant. Et comme on est sur ces sols superficiels à faible réserve utile, on va plutôt préférer des arbustes ou des arbres qu'on va conduire en tétard bas, avec un volume de feuillage important pour les animaux, mais pas important en termes d'évapotranspiration. Donc voilà, on joue sur cette subtilité entre guillemets. Et puis après on peut se poser la question, où est-ce qu'on va mettre ces arbres fourragés dans le paysage. Et par exemple, on est sur des sols avec une topographie qui est assez accidentée, et avec des zones où il y a pas mal de ruissellement souterrain, parce qu'on a un socle granitique ou basaltique en dessous qui est un peu imperméable. Et donc il y a des petits creux de vallée qui sont assez humides. On pourrait placer ces arbres fourragés dans ces zones humides, parce qu'on n'a pas une herbe extraordinaire, mais en même temps on a de l'eau à disposition une partie de l'année. Et donc là on va choisir des essences qui sont tolérantes à la fois à l'humidité, qui se plaisent, par exemple des saules, qui se plaisent dans ce genre de milieu, mais qui vont aussi supporter une sécheresse et un stress hydrique en été. Donc en fait là l'idée c'est, dans un premier temps, c'est est-ce qu'il y a des zones qui pourraient être valorisées par des arbres fourragés mieux que l'herbe qu'on pourrait avoir à disposition ou en stock sur pied, par exemple. Puis après c'est des choix qui vont arriver au fil du temps, qui est de dire les étés sont de plus en plus secs, et on a pris l'habitude de tailler les arbres ou d'être sur des têtards bacs et de mettre les parcelles à disposition, et les vaches vont brouter directement les arbres, et on s'aperçoit que ça va bien, et dans ce cas-là, au fil des années, on peut augmenter la surface qui sera boisée
en fourrage à disposition des bêtes. Du coup, la grande question, c'est comment est-ce qu'on choisit ces arbres qui sont à la fois compatibles. Enfin, dans mon cas, il faut que je trouve des arbustes qui résistent à l'humidité, mais aussi un peu au sec, qui soient aussi des bons fourragers. Comment on arrive à trouver, à identifier les bons arbres ? Voilà. Alors c'est une question qu'on pose aux forestiers actuellement. On les sollicite pour ça. Une fois encore, le fait que le climat se méditerranéise fait qu'on a besoin de connaître les arbres sous un autre angle. Par exemple, dans les zones qui étaient avant tempérées, plus du nord de la France, du milieu ou du nord de la France, si on se retrouve avec des sécheresses de plusieurs mois, en fait, on va avoir besoin d'arbres qui sont capables de supporter, qui sont méditerranéens d'une certaine façon, capables de supporter ces sécheresses. Donc il faut que les forestiers nous disent quelles sont ces essences qui ont ces capacités-là. Une fois encore, si on est dans le nord-est, on a des hivers, ou si on est ici chez toi en altitude, on a des hivers qui sont un peu rigoureux, donc il faut qu'à la fois ces arbres soient capables de supporter des sécheresses et en même temps un climat un peu rigoureux en hiver. D'autres choses, si on est dans de l'agroforesterie agricole, il peut y avoir des critères qui sont importants, c'est est-ce que ces arbres ont des racines profondes, des racines puissantes. Si on est sur des sols un petit peu argileux, c'est important qu'on choisisse des arbres qui ont la capacité d'aller coloniser le sol en profondeur pour augmenter la réserve utile, le réservoir utilisable. Donc ça va être un critère important. Et il y en a qui sont plus puissants que d'autres pour ça. Si on est... un autre critère qui va être très important en stress hydrique et en manque d'eau globalement, c'est d'essayer de choisir des arbres qui n'ont pas trop de racines superficielles, mais plus des racines profondes, pour justement moins concurrencer l'herbe ou les cultures. Ça va être un critère important aussi, et là il faut que les forestiers nous renseignent là-dessus. J'avais évoqué aussi l'évapotranspiration par exemple. On peut choisir des arbres, sauf s'ils sont fourragés, parce que on veut qu'ils fassent de la feuille, mais s'ils sont là pour d'autres rôles, on peut choisir des arbres essayer de choisir des arbres qui évapotranspirent peu. Des arbres méditerranéens, c'est une des caractéristiques, c'est pourquoi ils résistent au sec, c'est parce qu'ils ont une plus faible évapotranspiration. Un autre critère qui peut être assez important, c'est des arbres qui peuvent faire une demi-ombre. Si on veut créer par exemple, on n'a pas parlé de ça encore, mais si on veut créer un microclimat, si on a des sols profonds et de l'eau à disposition, ou si on peut arroser, irriguer un petit peu les arbres, le fait qu'ils évapotranspirent, ça rafraîchit un peu l'atmosphère. Et puis on va chercher des arbres par exemple qui font une demi-ombre. On va trouver ça chez les robiniers, les acacias, enfin ces catégories d'arbres, et à condition qu'ils soient compatibles avec les cultures en dessous, mais ça peut être intéressant en maraîchage par exemple, d'avoir des arbres qui créent une demi-ombre en dessous. Donc là, l'arbre va jouer un rôle de microclimat. Et donc il faut aussi qu'on nous dise quelles sont ces essences qui font de la demi-ombre et puis qui évapotranspirent peu, etc. quoi. Bon, bien sûr, il y a le côté fourrager. Il y a des arbres dont les feuillages sont plus nourrissants, sont plus appétants, éventuellement qui ont des gousses, qui sont aussi une nourriture pour les animaux. Voilà. Donc il faut aussi qu'on repère ces arbres-là intéressants en termes de fourrage. Donc en fait, c'est tous des critères qu'on connaît quelque part, mais qu'on ne mettait pas en avant jusqu'ici, parce que tant qu'on a plus de pluie que d'évaporation, qu'on n'est pas en stress hydrique, ou rarement, on ne se pose pas trop les questions. Mais là, le choix de l'essence devient crucial en quelque sorte. Et elle doit être adaptée à chaque type de sol et de climat. Eh bien écoute Franck, merci pour cet échange fascinant. Et aussi merci pour... toute cette analyse de mon propre terrain que j'ai beaucoup apprécié ta manière d'aborder les choses. Merci Étienne. Ce que je retiens de notre échange, c'est à quel point l'évolution du climat, et notamment l'augmentation du stress hydrique l'été, va bouleverser le paysage de nos fermes, et ce sur tout le territoire français. Comprendre son sol et sa réserve hydrique est le premier pas afin de concevoir une stratégie de gestion de l'eau appropriée. Au sein des différentes techniques, l'arbre occupe un rôle primordial, mais dans ce contexte de réduction de la ressource en eau, nous allons devoir gérer des effets de compétition entre les arbres et les prairies ou les cultures, surtout si nous sommes sur des sols superficiels avec une réserve hydrique limitée. Cela passe à la fois par le choix des essences et par la conduite des arbres pour limiter leur surface foliaire et donc leur évapotranspiration.
Franck nous propose une approche nuancée qui repose sur une compréhension de son sol et de sa réserve hydrique, loin des solutions toutes faites qui s'appliqueraient partout de la même manière. Cet épisode de Cambium est déjà terminé, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet agroforestery.fr et sur nos réseaux sociaux. Ce podcast vous a plu ? N'hésitez pas à liker et commenter cet épisode et à le partager à vos proches. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas manquer la suite de notre aventure. À bientôt!